L'exposition Matière à penser raconte l'histoire de composants du second œuvre, des produits de l'industrie qui ont servi en quelque sorte à transformer l'architecture pendant la période des Trente Glorieuses. L'exposition a été créée l'année dernière à Lille, elle présentait 7 ou 8 composants. Cette année, elle en présente 20, que j'ai le plaisir de diriger avec ma collègue Catherine Blin, qui est elle aussi co-commissaire de l'exposition, et de découvrir à la fois la diversité des produits verriers, l'introduction de l'aluminium dans le bâtiment à cette époque de manière plus ou moins extensive, et puis aussi des matériaux plus inattendus comme le bufflon qui sert aussi à revêtir des porte-accordéons Modern Fold. Finalement, on assiste à une espèce de florilège de marques et de composants qui accentue encore plus la diversité des éléments qui viennent naturellement augmenter la richesse de l'architecture de cette époque. Cette exposition, qui comporte à peu près une vingtaine de sections, intègre 6 sections consacrées aux produits verriers. Derrière moi, il y a au moins 4 composants qui ont été étudiés par nos étudiants ces dernières années. Ici, le verre imprimé, qui est un produit extrêmement ancien, qui date de la fin du 19e siècle, avec des motifs spécifiques qui introduisent à la fois des éléments décoratifs, mais qui permettent aussi de contrôler la diffusion de la lumière dans les intérieurs. Alors évidemment, de manière de plus en plus fine au cours du XXe siècle, jusqu'à maîtriser parfaitement cette diffusion. En bas, un élément qui a été initialement inventé en 1928, ce sont les briques de verre Nevada. Donc c'est du verre coulé, moulé, pressé, avec un évidement circulaire ou carré, utilisé de manière très précoce par des architectes de renom, Le Corbusier, Charlotte Perriand, bien sûr Pierre Charot dans sa maison de verre vont utiliser le modèle que vous avez ici à gauche. Ce composant va évoluer petit à petit pour devenir ce qu'on appelle le primalite, qui va être composé de 2 briques de verre rassemblées avec un vide à l'intérieur pour répondre à des exigences d'isolation thermique plus contraignantes, on pourra dire. L'histoire des composants du second œuvre raconte aussi des histoires d'équipement. Alors, il y a des objets parfois inattendus. Alors, l'histoire des interrupteurs raconte bien évidemment l'histoire de la commande des circuits électriques pour introduire l'éclairage électrique dans les bâtiments. Ces interrupteurs, finalement, ne racontaient pas le fonctionnement d'un circuit électrique, puisque un circuit électrique, eh bien, c'est binaire, on, off, on allume, on éteint. Le on-off va être raconté quelques années plus tard, décennies plus tard, avec cet Imber qui va être créé ici, avec des doigts qui font qu'on allume ou qu'on éteint le circuit. À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, on va avoir une histoire un peu plus sophistiquée, parce que des modèles vont apparaître, des modèles plus subtils, comme celui qui va être créé par la maison Arnoux, une entreprise concurrente. C'est ce qu'on voit au-dessus, voilà, c'est ce modèle-là, c'est le modèle silencieux, le modèle Europa silencieux de chez Arnoux. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on passe en gros de ça à ça. Commander la lumière électrique devient quelque chose de délicat. Une expérience qui change du tout au tout. Finalement, le corps n'est plus impliqué de la même manière. Voilà. Il faut être tactile, délicat pour allumer la lumière et plus simplement presser un bouton qui va être extrêmement bruyant. Cet interrupteur va être décliné de quantité de manières.